tous. Donc, je vais vous parler assez rapidement des clean tech et des green IT comme levier très important dans la transition vers une économie propre que nous sommes en train de mener. Tout d'abord, qui sommes-nous? En fait, je représente le cabinet Innotep qui, à Paris, est un cabinet de conseil en stratégie d'innovation et de croissance, notamment dans les technologies de l'information, dans l'énergie et les clean tech dont on va parler aujourd'hui. Je vais essayer d'articuler mon propos en 4 points. D'abord, un zoom rapide sur ce que sont les clean tech et les green IT, qui en font partie pour part. Ensuite, pourquoi est-ce que les technologies de l'information sont hyper déterminantes dans la transition écologique qu'on est en train de vivre. Dans un troisième temps, je vais vous parler de tout ce qui est le nouveau concept des smart energy, smart grid, qui sont une déclinaison de l'importance des technologies de l'information dans cette transition technologique et écologique. Et enfin, l'innovation comme étant déterminante dans cette révolution, notamment grâce au rôle des startups qui sont hyper cruciales. Donc, premier point, que ce sont les clean tech? Les clean tech, en gros, c'est 7 grandes familles de technologies. En fait, principalement, on va dire, pour aller vite, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, je vais zoomer là sur 2 exemples rapidement. Les clean energy, en fait, qui constituent tout ce qui est énergie renouvelable, à la fois décentralisée et centralisée, donc tout ce qui est photovoltaïque, solaire thermique, ainsi de suite, éolienne. Ça, c'est la partie clean energy. Donc, à la fois les systèmes renouvelables et les systèmes de stockage associés à ces systèmes décentralisés, ou parfois centralisés, parce qu'on peut avoir des champs d'éolien, etc. Deuxième illustration, c'est tout ce qui est clean manufacturing. Là, en gros, c'est toute la logique d'éco-conception des produits industriels. C'est-à-dire comment, de l'amont à l'aval du cycle de vie d'un produit, on fait un maximum pour à la fois faire des économies sur les matières premières incorporées dans ces produits-là, et aussi sur l'énergie consommée par les process industriels et les gaz à effet de serre qui en découlent. Ça, c'est un exemple, c'est la partie clean manufacturing. Donc après, les 7 autres domaines, vous les voyez là, c'est à la fois sur l'eau, l'agriculture, les transports, en gros, tous les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre et d'énergie. L'idée, c'est comment est-ce que les technologies permettent de les réduire. Avec, en transverse, les technologies de l'information qui sont déterminantes, on va voir comment, et les services associés à ces technologies de l'information. Les green IT, en fait, ont 2 composantes principales, une composante hardware et une composante software. La composante hardware, en fait, fait lien avec le clean manufacturing dont je parlais tout à l'heure. En gros, l'idée, c'est de se dire que, par exemple, si je prends le cas d'un ordinateur, il consomme environ 70% de l'énergie qu'il tire du réseau. Donc, il y a 30% d'énergie perdue. Un serveur, c'est à peu près 50% de perte. Ce qui veut dire qu'en fait, on a un gisement énorme d'optimisation qui est rendu possible à la fois par un meilleur dimensionnement des microprocesseurs, des chips, mais aussi par une meilleure utilisation des logiciels, tout ce qui est virtualisation, cloud computing, etc. Sur la partie en fait, manufacturing, le hardware, justement, il y a beaucoup d'initiatives, notamment Climate Savers Computing, une initiative de Google et d'autres acteurs pour travailler sur le hardware. Et sur la partie software, il y a énormément d'initiatives aussi, visant à mutualiser les serveurs, par exemple, pour faire beaucoup moins de consommation. Là, c'est l'exemple des data centers. Les data centers, en fait, on peut, sur un data center classique, optimiser jusqu'à 80%, c'est-à-dire réduire jusqu'à 80% de la consommation des data centers par différentes mesures, à la fois sur l'architecture des systèmes, les matériels, les logiciels, et tout le lien avec les bâtiments dans lesquels sont intégrés ces serveurs-là. C'est pour ça que les clean tech, en fait, sont des gisements technologiques énormes. C'est pour ça que les grandes nations qui sont à l'avant-garde de la compétition économique mondiale en font un cheval de bataille. Obama en a fait un speech spécifique au Congrès américain en disant que les clean tech sont un des horizons de croissance de l'économie américaine. Le président chinois en a fait le même, Hu Jintao. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les 100 startups les plus prometteuses dans l'univers des clean tech à l'échelle mondiale, sur les 7 familles de technologies dont je vous ai parlé, 64% viennent des États-Unis d'Amérique. Et la Chine, aujourd'hui, est le leader mondial de beaucoup de production, notamment photovoltaïque, et même les véhicules électriques. Il y a 3 constructeurs chinois de véhicules électriques sur les 100 constructeurs d'automobiles en Chine. Les technologies de l'information sont au cœur de la transition énergétique que l'on vit. Pourquoi? En fait, en un mot, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les gaz à effet de serre qui sont émis au niveau mondial, on est sur une base 2002, c'était 40 gigatonnes. Donc 40 gigatonnes de CO2 émis dans l'atmosphère. Sur les 40 gigatonnes, il y a à peu près 0,5 qui dépendent des technologies de l'information. C'est-à-dire à la fois pour les process industriels qu'ils nécessitent et puis leurs usages. Ça fait à peu près 2% des gaz à effet de serre. Si on se place à horizon 2020, on considère que les technologies de l'information vont constituer 1,4 gigatonnes sur à peu près 51,9 gigatonnes à cette période-là. On va rester dans un ordre de grandeur de 2%.
représentés par les technologies de l'information en termes de secteur émetteur. Par contre, à la même période, les technologies de l'information permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,8 gigatonnes. Ce qui veut dire qu'elles vont apporter à l'humanité 5,5 fois plus que ce qu'elles coûtent. Et elles vont avoir des gains principalement dans le secteur des bâtiments, ce qu'on appelle les bâtiments intelligents, avec 28% de l'apport des technologies de l'information. Dans l'énergie électrique lui-même, qui est un secteur très émetteur, elles vont avoir un apport de 27%. Donc c'est des exemples rapidement pour vous donner l'importance des technologies de l'information dans les systèmes de pilotage intelligents et dans l'optimisation en fait, de la consommation énergétique et des gaz à effet de serre. Donc là, je vais faire un zoom assez rapide sur un concept qui va avec cette logique-là de l'importance des technologies de l'information dans la réduction de la consommation énergétique. C'est le concept de Smart Energy / Smart Grid, qui est en fait l'impact des technologies de l'information dans le secteur de l'énergie électrique et de l'énergie en général d'ailleurs, au-delà d'électrique. Là, c'est le réseau français d'énergie électrique, par exemple. Il a été dimensionné par rapport au nucléaire, donc c'est à peu près 78% de la consommation nationale. Ça veut dire que ce réseau-là, il a été dimensionné pour des gros systèmes, premier point. Ensuite, c'est des systèmes qui ne sont pas intelligents. C'est-à-dire qu'en fait, on a la facture à un moment donné de sa consommation, mais c'est une facture rétroviseur. On sait combien on a consommé, on ne sait pas trop pourquoi, et on n'a pas de pilotage en temps réel de ce qu'on consomme. Demain, ce qui va se passer, c'est que les réseaux vont complètement changer. On va être avec des réseaux mixtes, où on va à la fois avoir des réseaux, des microgrids, c'est-à-dire des réseaux locaux de quartiers, avec des systèmes mixtes, mixant en fait de la biomasse, les cogénérations de biomasse par exemple, avec des bâtiments à énergie positive qui vont avoir un peu de photovoltaïque par exemple, avec des super réseaux qui vont pouvoir être connectés, ainsi de suite. Donc on aura un mix énergétique beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui, qu'il va falloir piloter, à la fois sur des échelles différentes en fait. Échelle très très locale du bâtiment, échelle un peu plus moyenne du territoire, échelle plus grande du pays, et ensuite à l'interconnexion entre les pays. Donc, pour en fait, avoir une gestion intelligente de tout ça, il y a besoin de technologies d'information. À toutes les mailles d'échange, c'est les technologies d'information qui vont faire le travail. Et par ailleurs, on va donner la main au consommateur. C'est-à-dire que le consommateur va devenir un consommateur. Il pourra avoir la main sur, à partir de son iPhone, il pourra contrôler ses devices pour dire je veux pas consommer, je veux que mon radiateur s'éteigne par exemple. Ou bien il pourra aussi vendre de l'énergie sur le réseau, etc. Dernier point, c'est sur la partie importance du rôle de l'innovation dans tout ça. En France, quand on parle d'innovation, tout de suite on pense R&D. La R&D, c'est pas l'innovation. L'innovation, c'est la capacité d'entreprise à créer de nouveaux marchés. Elle peut, pour ça, avoir ou pas besoin de R&D. C'est l'innovation à l'américaine, c'est-à-dire que c'est la dimension vraiment à la Google. On attend les Google de l'énergie. Et aujourd'hui, la compétition mondiale s'organise à ce stade-là. C'est-à-dire, comment est-ce que la nouvelle civilisation écologique va être bâtie par ces nouveaux pionniers entrepreneurs qui vont être des Google, des eBay, des Facebook, de l'énergie. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de R&D. Il s'agit, avec ce qui existe déjà, d'apporter des différences de marché. Et aujourd'hui, il y a une start-up aux États-Unis qui s'appelle O-Power, qui est extrêmement remarquable. Elle a été créée en 2007. On est en 2012. Donc, en 5 ans plus tard, elle fait 25 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et elle sert en fait 57 énergéticiens aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose en gros 3 choses. Premier point, elle propose aux consommateurs, aux clients de ces 57 énergéticiens, c'est-à-dire 10 millions de foyers américains, d'avoir la main sur leur facture d'énergie, pour se dire, je veux baisser mes usages, etc. Pour ça, ils ont des alertes par SMS, par mail, ils ont les rapports personnalisés, etc. Deuxième point, elles permettent à ces énergéticiens de faire des programmes de gestion de la demande adaptés. Ça veut dire quoi? Moi, énergéticien, je peux avoir intérêt, pour différentes raisons, à ce que dans une région donnée, les consommateurs, ils baissent leur consommation d'énergie à un moment donné de la journée, par exemple. Et contre ça, je veux les rémunérer. Ça, ce n'est pas possible sans technologie. Et donc, elle permet ça aussi. Et troisième point, elle permet de ce qu'on appelle de l'intercomparaison grâce à la psychologie comportementale, pour faire beaucoup mieux. Ça veut dire quoi? Un des cofondateurs de cette boîte-là est un psychologue, et l'idée qu'il a trouvée, c'est de se dire, un des leviers clés pour que les gens baissent leurs usages, c'est de se comparer à leurs voisins. Donc, elle propose en fait, dans un area, donc dans une zone donnée, sur 100 ménages, elle dit, voilà, voilà votre consommation par rapport aux 99 autres, à la fois au global et puis par device. Et donc, du coup, ça vous incite en fait à vous poser au moins la question de savoir pourquoi vous ne consommez pas de la même façon que les autres et à faire des efforts si vous consommez trop par rapport aux autres. Et donc, elle a permis d'économiser aux États-Unis en 2011 450 gigawattheures d'énergie électrique et thermique, puisqu'elle est à la fois sur la partie gaz et élec,
et ça équivaut à 50 millions de dollars d'économie. Et donc, voilà pourquoi Obama y était dans cette boîte-là pour les féliciter comme étant un des pionniers de l'économie américaine de demain. Merci pour votre attention.